Voilà, je vous propose de commencer. Bienvenue à tous. On va laisser les autres participants nous rejoindre tranquillement. Je suis Anne Hidden, la directrice du Hub Entrepreneuriat et Innovation de l'Université de Lausanne, et je vous souhaite la bienvenue de la part de toute l'équipe du Hub. Pour ceux qui assistent à nos événements pour la première fois, le Hub Entrepreneuriat et Innovation de l'Université en fait a une double mission. La première, c'est de promouvoir l'esprit d'entreprendre auprès de toute notre communauté de 15 600 étudiants et de nos 7 facultés. J'insiste toujours sur le mot 7 facultés parce que notre mission est vraiment de nature interdisciplinaire et inclusive. Et deuxièmement, de soutenir les projets qui émanent en fait de notre communauté, les projets entrepreneuriaux, avec des programmes d'activation sous le nom de YouCreate. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, bienvenue encore à ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous remercie de garder votre session sur muet. Par contre, on est ravis de voir vos visages parce que c'est vrai qu'après 3 mois de voir des carrés noirs, ce serait toujours sympathique de voir des visages. Le but est vraiment de rendre cette session la plus interactive possible. Donc, on va utiliser en fait, le bouton converser. Mettez vos questions, donnez-nous de nos remarques. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à utiliser ceci. On fera aussi intervenir si vous voulez le faire. Donc, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Guillaume. Guillaume, bienvenue. Bienvenue à toi. Et un grand merci d'être là avec nous. Guillaume a 27 ans. Il a fini ses études à l'Université de Lausanne, donc à HEC, il y a quelques années seulement. Donc, il fait partie de ces entrepreneurs qui ont commencé, qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat directement à la sortie de l'université. Guillaume a déjà un parcours impressionnant. D'abord, il est cofondateur d'Alaya, comme vous le savez, une société qui est maintenant leader dans le domaine de l'engagement solidaire avec des clients prestigieux. Il nous en parlera, mais clients prestigieux comme L'Oréal, comme Firmenich, comme la Société Générale. Guillaume a été aussi élu entrepreneur de l'année par le classement Forbes des 30 below 30 dans la catégorie Social Impact. On est très très fiers de t'avoir comme alumni, Guillaume, et de t'avoir parmi nous. Donc, ce webinaire aujourd'hui, il est sous la thématique de la solidarité. Cette crise Covid nous a montré une fois de plus que les problèmes de notre société ne peuvent pas être résolus de manière égoïste ou de manière individuelle, mais de manière collective, de manière solidaire. Et c'est le cas du Covid, mais c'est le cas, par exemple, de toute la problématique environnementale aussi. Et en fait, en mettant des milliards d'individus en confinement ensemble, on a vécu pour la première fois pour notre génération une forme de solidarité globale pour tenter de réduire la propagation de ce virus. Et bien sûr, on a tous senti cette solidarité au niveau de nos communautés. Et en fait, au niveau individuel, on a vu des nouveaux micro-élans de solidarité, que ça soit d'apporter un repas à son voisin ou à un grand-parent, de donner de son temps, de son expertise pour apporter une pierre à l'édifice. Donc, changer le monde en une action à la fois, c'est le message d'Alaya. Et Alaya qui est vraiment un modèle très innovant puisqu'en fait, vous le verrez, il utilise le vecteur des entreprises pour apporter cette solidarité. Donc, je vous propose de faire ce webinaire en 3 parties. D'abord, Guillaume va nous présenter Alaya et son modèle d'engagement solidaire. Ensuite, assez vite, on va ouvrir la discussion à vous tous. Nous aurons aussi l'intervention de quelques étudiants d'université qui viennent de monter un projet dans le domaine de la solidarité. Je profite pour dire bonjour à Hugo et à Charlotte. Et puis, on finira sur une discussion plus ouverte en fait sur le futur et justement comment continuer à bâtir cet esprit solidaire.
Donc, voilà un petit peu ce sera tout pour moi. Avant de passer la parole à Guillaume, on aimerait vous faire juste un mini sondage. Peut-être Benjamin, si tu peux mettre ce sondage en ligne un petit peu pour savoir qui vous êtes et puis un petit peu comment vous êtes lié à ce thème de la solidarité. Avec plaisir, je vais lancer le sondage. Bonjour à tous. Merci Benjamin. Donc, ça doit apparaître sur votre écran. Cliquez. Voilà, donc première question, qui êtes-vous? Étudiant, entrepreneur, salarié, indépendant? Que Voilà. fait-on si on est plusieurs catégories? La préférée. Pour cette question, je crois qu'il n'y a qu'une réponse. Hein. Ouais. Voilà, on est à 21 sur 22. Je vais mettre fin au vote. Ça doit être moi qui vote pas. Voilà, donc en fait, c'est intéressant. On voit qu'on a vraiment une répartition étudiants, salariés, en fait, un public assez varié, avec les étudiants qui font à peu près 40% des participants. Deuxième question à propos en fait de la solidarité et des actes de solidarité que vous avez entrepris en fait pendant ces 3 derniers mois. Voilà, le vote est lancé. Le vote est lancé. Pendant cette période de confinement, quels sont les actes de solidarité que vous avez entrepris? Là, par contre, vous pouvez faire plusieurs réponses. Ok, donc on voit effectivement, il semblerait que l'aider une personne vulnérable de mon entourage soit l'axe de solidarité qui a été fait. Peut-être si tu mets fin au sondage, Benjamin. Voilà, je termine. Voilà, donc là, vous les voyez. Vous voyez, en fait, 70% d'entre vous ont aidé une personne vulnérable de votre entourage. C'est un bel acte. Soutien financier, 50% d'entre vous, bravo. 50% ont donné de leur temps. On voit qu'on a un public qui est très contributif. Magnifique. Et puis, dernière question, Benjamin, je te la laisse mettre, qui est plutôt une question plutôt pour vous faire réfléchir, plutôt que c'est de se dire, est-ce qu'en fait, vous pensez, je te laisse peut-être mettre la dernière question, Benjamin. Voilà, elle est en ligne. Merci. Est-ce que cette crise a changé votre comportement ou va changer votre comportement de manière durable par rapport à la solidarité? Difficile d'y répondre, on sait. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu une prise de conscience ou est-ce que vous dites finalement non, c'était un one-off? Ok. Le sondage est anonyme, hein, donc. N'ayez pas peur. Ok, si tu mets fin au vote, Benjamin, ça s'est stabilisé. Voilà. Ok, intéressant. Donc en fait, trois quarts d'entre vous répondent qu'il y a une vraie prise de conscience qui s'est faite pendant cette période Covid. On y reviendra parce qu'effectivement, elle a duré assez longtemps pour qu'il semblerait que les choses il y a une vraie prise de conscience qui s'est faite. On y reviendra avec Guillaume. Voilà, c'est un petit peu tout pour cette introduction. Merci de répondre à ce sondage. Et Guillaume, je te donne la parole. Donc, je vais sortir moi-même et je te laisse. Super. Merci beaucoup Anne pour cette introduction. Très encourageant de voir ces beaux résultats, de voir que LogoFeed a fait changer les choses, va faire changer les choses parce que c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons créé Alaya. Donc peut-être avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je pense que c'est toujours intéressant pour vous de savoir un peu comment Alaya s'est créé et un petit peu son histoire. Donc, Alaya, c'est important. Peut-être même avant cette histoire de fusion, pour ceux qui connaissent déjà. À la fin, en fait, de nos études, avec des amis étudiants de l'UNIL, nous sommes partis, en fait, en Amérique du Sud pour découvrir un peu plus le milieu associatif, pour filmer des associations et essayer de promouvoir les besoins de ces associations
en ligne. Donc, l'une des raisons pour laquelle on a voulu partir en Amérique du Sud et faire ce projet, c'est que je pense que nombre des étudiants un peu fondateurs de ce projet Share a Dream à l'époque faisaient partie de l'association étudiante ISEC qui met en contact en fait étudiants dans le monde entier, dont le but est de faciliter vraiment tout ce qui est bénévolat. Donc, c'est vraiment, on a été déjà un peu baigné dans ce milieu du bénévolat. Et en rentrant d'Amérique du Sud, on a eu la chance de participer à un accélérateur de start-up qui s'appelle Mass Challenge et qui a tout de suite un peu professionnalisé les choses et qui nous a permis de devenir vraiment une start-up, passer un peu du projet à la catégorie un peu plus start-up. Et c'est là, durant notre incubateur, durant notre phase d'incubation à Mass Challenge, qu'on a découvert la start-up Opidup. Et en fait, ça faisait vraiment sens de fusionner avec Opidup parce que ça nous permettait de consolider le marché suisse et nos compétences étaient très complémentaires. Je dirais, voilà, il y a une photo des 3 fondateurs, mais l'équipe maintenant, on est 27 d'incroyables personnes, d'incroyables talents qui font partie de cette équipe. Mais au début, à la fusion, on était un peu moins et on avait un peu tous des compétences qui étaient assez complémentaires. Niklas, l'un des fondateurs qui vient de l'EPFL, qui est plus cet aspect un peu plus technique, disons, et qui avait également participé à la création du startup durant son projet de master. Et de l'autre côté, André, qui venait de la startup Opidup et qui lui avait travaillé 10 ans chez Michael Page. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une entreprise, une agence de recrutement, donc vraiment spécialisée dans le RH. Donc vous verrez pourquoi c'est important plus tard. Mais voilà, très, très complémentaire. Et puis plutôt de mon côté, ce côté, comme je l'ai mentionné avant, ISEC, bénévolat, qui est vraiment la mission de notre projet. Avant qu'on commence, est-ce que vous pouvez écrire dans le chat le nom de cet oiseau? Je n'ai pas accès au chat en participant, mais je suppose que plusieurs d'entre vous ont mis le colibri ou hummingbird. Et en fait, le colibri pour nous est vraiment important parce que c'est notamment aussi notre logo, mais c'est vraiment aussi proche de notre mission. Je pense que certains d'entre vous lisent aussi peut-être les livres de Pierre Rabhi ou ses conférences. C'est quelqu'un aussi qui nous a inspirés et qui met souvent en avant cette allégorie, cette légende du colibri, légende amérindienne, où en fait cette légende raconte qu'il y a un énorme feu de forêt. Tous les animaux dans cette forêt sont désemparés, ne savent que faire, les flammes sont tellement grandes, mais ils voient un petit colibri. Un colibri qui fait chaque fois l'aller-retour entre la rivière et le feu, et qui à chaque fois dépose une toute petite goutte d'eau sur le feu, et qui continue sans arrêt, sans cesse. Et au bout d'un moment, les autres animaux commencent à être un peu agacés, et demandent au colibri, mais qu'est-ce que tu fais? C'est inutile, tu ne pourras pas éteindre le feu, il est beaucoup trop grand pour toi. Et le colibri répond sans s'arrêter, au moins je fais ma part. Et c'est pourquoi en fait on a choisi le colibri comme logo, parce qu'on est persuadé que si tout le monde fait sa part, si tout le monde fait une action, on peut arriver à des changements notables pour notre société. Et c'est pourquoi aussi Alaya en sanskrit veut dire conscience universelle. Donc on a vraiment voulu inscrire notre branding, notre messaging autour de cet impact individuel. Alaya, en quelques statistiques, on vient en fait de terminer une levée de fonds de 2 millions de francs juste avant la crise, donc c'était vraiment le moment idéal. On a eu de la chance niveau timing. On est maintenant 27 collaborateurs dans le monde entier, dans 5 bureaux. On est présent à Barcelone, à Paris, à Londres, Singapour et également ici en Suisse. Donc une présence qui s'étend. Un network de plus de 80 000 changemakers, comme on les appelle, qui sont des étudiants, des collaborateurs, des associations, toute personne contribuant vraiment à amener, vraiment comme le colibri, essayer de changer le monde et de faire bouger les choses. On est présent dans plus de 60 pays, donc que ce soit avec notre réseau d'associations ou d'employés ou même d'écoles. Et on a plus de 40 clients qui vont de banques, peut-être des UBP, Lombard-Odier, Société Générale, BNP, aux boîtes d'audit. On travaille avec PwC, EY, mais aussi Swisscom et des boîtes un peu plus internationales comme Westrock, ADM, qui sont vraiment plus à l'échelle internationale. Et on travaille avec plus de 500 associations dans le monde entier.
Le why, derrière chaque startup, il y a vraiment ce why. Enfin, je pense qu'on vous l'a souvent martelé, on vous l'a souvent expliqué, mais pourquoi en fait on a créé ce projet? Je pense que vous avez déjà quelques pistes. Je vais commencer par la dernière, vu qu'on en a déjà un peu parlé sur notre mission core, sur les associations. Il y a tellement d'associations dans le monde, c'est souvent difficile de sélectionner une association, de trouver même ses besoins. Et c'est pourquoi on a voulu venir en aide à toutes les associations et mettre toutes ces associations sur le même pied d'égalité, quelle que soit leur taille. Sur la plateforme Alaya, elles ont le même accès aux ressources. D'un autre côté, du côté des entreprises, on se rend compte que les employés désengagés, ça représente une énorme partie des collaborateurs d'une entreprise. On a des stats, bon là c'est à l'échelle mondiale, peut-être que ce n'est pas le cas forcément en Suisse, mais entre 75 et 80% des collaborateurs se disent désengagés au travail. Et quand on dit un collaborateur désengagé, ça veut dire qu'il sera peut-être moins productif et qu'il a énormément de chances de partir de son entreprise, qui représente également des coûts énormes pour l'entreprise. Et le troisième point, je pense, c'est plus pour la marque employeur. On a vu dans les statistiques avant qu'on a de nombreux étudiants, mais aussi peut-être des gens qui ont travaillé de nombreuses années et qui cherchent un nouveau job. Il est important d'avoir une marque employeur assez forte pour l'entreprise. On commence justement dans cette marque employeur à regarder un peu si cette entreprise est responsable. On voit surtout les jeunes générations qui appliquent après l'université cherchent des entreprises un peu plus responsables. C'est pourquoi il est important de s'impliquer dans tout ce qui est engagement solidaire. Donc, en quelques mots, Alaya est vraiment une passerelle, un pont, un facilitateur entre le monde des entreprises et le monde associatif. On a créé vraiment une plateforme. Vous imaginez un peu cette plateforme, c'est un mix entre un réseau social interne, donc comme votre LinkedIn ou votre Facebook, entre collaborateurs, et de l'autre côté, une base de données de projets. Donc, on a des milliers de projets dans le monde entier que vous pouvez filtrer par cause, par localisation, par compétence, vraiment pour trouver des missions qui vous tiennent à cœur. Rapidement, les différentes façons d'aider sur Alaya. Donc, on a tout ce qui est mécénat de compétences. Donc, dans le mécénat de compétences, on va mettre son expertise au profit d'une association. Donc, par exemple, ça peut être, on a des compétences en marketing, on pourrait aider une association à revoir sa stratégie de réseaux sociaux ou de faire une newsletter. On parle de langue, on pourrait aider une association à traduire son site web. Mais voilà, il y a des missions pour toutes les compétences. Ça peut aller de la finance, la comptabilité, de plein même de choses, du jardinage, de choses un peu plus sur le terrain. Donc, vraiment mettre ses compétences au profit d'associations. Ensuite, on a tout ce qui est bénévolat de terrain, qui est plus aussi appelé team building solidaire, où des équipes vont se retrouver pour faire une action sur le terrain. Donc là, vraiment, on donne son temps au profit d'associations. Ça peut être aller nettoyer une rivière en équipe, aller à la soupe populaire pour servir de la nourriture aux personnes dans le besoin. Voilà, plein de façons d'aider individuellement, mais aussi surtout en équipe, venir contribuer localement. Et ensuite, tout ce qui est dons et levée de fonds qui permettent aux collaborateurs de donner directement à des associations, mais également de créer des levées de fonds pour, par exemple, je ne sais pas, courir, on est à Lausanne, donc parlons d'une course à Lausanne, les 20 km de Lausanne, vous voulez courir pour courir et faire les 20 km de Lausanne et en même temps lever des fonds pour une association, vous pouvez le faire via notre outil et cette levée de fonds pourra être partagée avec vos collègues, mais aussi amis ou famille. Les challenges, Sustainable Challenges, c'est quelque chose qu'on est en train de lancer maintenant. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais c'est une façon pour vous, en fait, de pouvoir vous engager au quotidien. Donc, on a des challenges comme Meatless Week. Donc, pendant une semaine, vous faites le challenge de ne plus manger de viande. Vous pouvez, par exemple, là, on en a offert aux collaborateurs, acheter une bouteille réutilisable pour éviter d'utiliser du plastique. Voilà, plein de ces petites initiatives qui peuvent être faites en interne. Et vraiment, l'important de cette plateforme Alaya, c'est qu'elle est personnalisable à l'effigie et aux couleurs de l'entreprise. Et on a aussi mis énormément d'efforts dans un outil de reporting qui permet aux collaborateurs, mais aussi aux entreprises, d'avoir un suivi sur l'impact créé. Je ne vais pas parler trop longtemps, mais comme ça, vous voyez un peu en image quelques exemples de missions de bénévolat de terrain. Comme je vous ai dit, peut-être un cas de la soupe populaire, nettoyage d'une rivière, mais aussi emmener des personnes qui sont handicapées faire une balade en montagne à l'aide de Joëlette. C'est une mission magnifique, celle-ci qui est en Suisse, mais aussi dans le monde. Vous avez peut-être déjà vu aussi les ventes de clémentines dans les supermarchés. Tout ce genre d'actions, aider dans un refuge pour animaux, donc toutes ces actions qui peuvent être faites seules ou en équipe. Ensuite, on a un peu plus tout ce qui est mécénat de compétences, j'en ai parlé avant, des traductions, du marketing, mais on met également aussi l'accent, et on en parlera peut-être tout à l'heure,
sur peut-être des hackathons où les collaborateurs se rejoignent en ligne pour brainstormer et aider une association. On peut aider, par exemple, on a un projet qui aide les femmes réfugiées ou femmes migrantes en Suisse, et on a des entreprises de ressources humaines ou même des départements de ressources humaines, des managers qui viennent coacher ces femmes migrantes pour l'entrée dans le travail en Suisse. Donc vraiment les coacher, CV, lettre de motivation, interview. Peut-être un dernier point, parce que vraiment le but d'aujourd'hui, c'est qu'on échange ensemble sur ces thématiques, mais pour que vous compreniez un peu comment on fonctionne. Alaya est un B2B SaaS, donc un modèle de souscription, et en fait, notre pricing se base sur le MRR, qui est le Monthly Recurring Revenue, qui est vraiment cette souscription. Donc les entreprises, selon la taille d'employés dans l'entreprise ou par bureau ou par pays, vont payer une souscription, une licence mensuelle. En plus de ça, on ajoute des frais d'implémentation et des services qui sont peut-être le sourcing d'associations ou l'organisation d'événements. Je crois que j'étais dans le timing. Moi, si je me trompe, Anne, mais on était plus ou moins dans les 20 minutes. Donc, vraiment, là, maintenant, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, je crois qu'Anne, tu as aussi quelques questions peut-être pour commencer, pour entreprendre un peu cette démarche. Mais voilà, très heureux d'être là et merci de votre attention. Merci beaucoup, Guillaume. Effectivement, j'aurais quelques questions. Je vous laisse de nouveau, tous les participants, commencer à nous mettre des questions sur le chat. Mais d'ici là, oui, des questions, j'en ai beaucoup. Quand vous avez préparé ce webinaire, Guillaume, tu nous disais qu'au départ, vous avez considéré, vous étiez dans un modèle B2C, c'est-à-dire directement au grand public, et puis que vous avez un petit peu pivoté, et puis que maintenant, aujourd'hui, vous avez un modèle B2B, enfin même B2B2E. Tu peux peut-être nous dire un petit mot là-dessus, pourquoi Oui, avec plaisir. Donc, Guillaume, est-ce que au tout départ, tu étais un tout petit peu plus clair dans ta voix? Et puis à un certain moment, on t'entend toujours, mais un tout petit peu moins bien. Je ne sais pas ce que tu peux… Ok, c'est peut-être le micro. Ça va mieux comme ça? Je ne sais pas. Mélanie, pour toi, c'est bon? Ou Benjamin, vous l'entendez bien? Oui, moi, ça va. Peut-être si tu peux rapprocher un tout petit peu ton micro, peut-être de ta bouche. C'est peut-être pour ça, il est un petit peu éloigné. Ok, bon, on va essayer comme ça. Alors, T'entends bien, merci Guillaume. Super. Donc, pour répondre à cette question, au fait, au début, on était peut-être un peu utopiste, mais je pense qu'il faut être utopiste pour lancer une start-up et rêver au début. Et on avait cette vision vraiment de pouvoir aller sur le terrain, filmer les associations et pouvoir en fait uploader les besoins de ces associations et trouver facilement des donateurs, des bénévoles. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que ce genre de solution, il y a énormément de plateformes de training. Il faut quand même se faire un nous pour que les gens donnent. Donc c'est pour ça qu'on s'est vite rendu compte en fait en participant à un Mass Challenge, qui est cet sponsor de Mass Challenge, qui justement ont commencé à nous parler de leurs besoins en ressources humaines, d'engager leurs collaborateurs vers des causes un peu plus solidaires. Et c'est là que nous est venue l'idée de vraiment pivoter vers beaucoup plus qui était du B2B et qui faisait aussi beaucoup plus de sens. Parce que notre modèle nous permettait de faire payer les entreprises pour qu'elles offrent à leurs collaborateurs des solutions de dons et de bénévolat et permettre aux associations d'accéder à notre solution gratuitement. Donc vraiment, c'était une solution win-win. Les associations recevaient plus de dons, plus de bénévolat, ça restait gratuit pour elles et on arrivait à se financer via les entreprises. Ok, donc en fait, ça a été vraiment un tournant important pour vous de partir sur ce modèle d'affaires. Et si on parle d'innovation maintenant, donc je comprends que le modèle d'affaires en soi est innovant, mais quels sont les autres éléments d'innovation dans votre d'Alaya? Je pense au-delà du modèle, c'est pour les entreprises. Après, il y a des entreprises de toute maturité, des entreprises qui sont déjà énormément développées sur la question. Mais de manière générale, ça reste quelque chose qui n'est pas entrepris dans toutes les entreprises où c'est déjà fait, mais tout se faisait un peu offline. Donc, on avait des départements de responsabilité sociale d'entreprise ou même des départements de ressources humaines
qui gérait tout ça via des Excel, via des Word, et ça rendait la tâche très, très compliquée pour avoir une visibilité sur un impact et pour organiser ce genre d'initiative. Donc, d'une part, c'était vraiment digitaliser toute cette thématique-là. Et de plus, je pense qu'on essaye, on a une équipe technique qui est très, très grande au sein d'Alaya, et on essaye d'amener des innovations qui permettent, par exemple, avec un peu plus de machine learning ou même de suggestions, peut-être un peu à la Netflix, où selon vos compétences, selon votre localisation, selon les causes qui vous tiennent à cœur, on vous poussera et on vous suggérera des missions qui sont vraiment personnalisées et qui permettent qui augmentent drastiquement l'impact. Parce que dans le fond, aider, c'est très personnel. De mon côté, je suis peut-être plus engagé sur l'environnement. Peut-être toi, Anne, c'est la santé. Donc, d'imposer aux collaborateurs une journée de bénévolat pour nettoyer une rivière, ça me parlera, mais pas à toi, Anne. Donc, c'est pour ça que le but d'Alaya est de proposer de nombreuses missions et grâce à ces algorithmes, grâce à ces suggestions, de vraiment pousser des missions qui parlent à chaque collaborateur. Ok. Et donc, c'est là-dessus, vous êtes en train d'essayer de perfectionner tout cet aspect digitalisation, optimisation. Exactement. D'accord. Alors, écoute, je vais prendre une ou deux questions de l'audience. Hugo, par exemple, qui nous demande pour toi l'aspect dans la solidarité, quel est l'aspect le plus important? C'est le partage, le contact, l'expérience. En fait, quelle est la motivation fondamentale de ces employés qui se mettent au service, qui font ces actes solidaires? C'est une très bonne question et je pense que ça revient un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, que chaque personne souhaite aider de façon différente et je pense qu'on le voyait aussi un peu dans l'échantillon des questions. C'est vrai que certaines personnes préfèrent le contact humain, donc une soupe populaire où on va être en contact directement avec le bénéficiaire, ça va être ça vraiment l'engagement solidaire. Pour d'autres personnes qui peut-être ont un peu moins de temps à investir mais qui veulent soutenir des projets vont préférer faire des dons, préférer, je sais pas, organiser une collecte de vêtements. Donc il y a vraiment plein de façons. Et comme on le disait tout à l'heure, il peut y avoir des aspects solidaires même durant des crises comme on l'a eu ou comme on le vit toujours, d'aider les voisins, entraide de voisins, entraide de personnes âgées. Donc vraiment, je pense que le but et la chose qu'on a voulu mettre en avant avec Alaya, c'est permettre à chacun de s'engager de façon différente. Ok, merci. Il y a une question de Nathan. Tu veux prendre la parole pour poser cette question? Oui, bien sûr, merci. La recherche de fonds. Déjà, merci Guillaume pour ta présentation, c'était super intéressant. Moi, j'avais une question par rapport à la recherche de fonds. Comme tu l'as dit, vous avez mis en place un modèle d'affaires qui était très innovant, mais j'imagine que quand on est une start-up basée sur la solidarité, c'est compliqué au début de trouver des fonds et de trouver des investisseurs. Comment est-ce que ça s'est passé? Oui, c'est vrai que c'est un peu plus challenging. C'est vrai qu'il y a de plus en plus, on voit de fonds de impact investing qui vont vraiment investir vraiment dans de l'engagement solidaire. Mais ces fonds-là investissent beaucoup plus sur des associations ou des projets vraiment innovants qui vont avoir un impact direct sur l'environnement ou sur plein d'autres causes, sur l'eau par exemple. Nous, étant un facilitateur, en fait, on tombait pas trop dans cette catégorie. Donc, on s'est vraiment, et c'est pour ça aussi qu'on a essayé d'innover énormément, de se digitaliser, d'être quelque chose d'innovant en tant que plateforme. Donc, ça nous a permis en fait d'accéder à des investisseurs qui étaient plus orientés B2B SaaS, donc modèle de souscription, modèle de plateforme digitale. Et on est plutôt allé voir ce genre d'investisseurs-là qui ont tout de suite trouvé notre solution intéressante et qui nous ont permis une première fois via Business Angel Switzerland, donc des individus qui ont investi une première fois en tant que plutôt, comme je disais, individu, ou après le deuxième round qu'on vient de clôturer, plutôt avec des organisations plus grandes, donc des VC ou des family office. Ok, super, merci beaucoup. Merci Guillaume. Mélanie, tu avais une question à propos de l'équipe. Je crois qu'effectivement, Guillaume, tu nous disais qu'aujourd'hui, vous êtes 27. Je crois que même vous recrutez, vous êtes des entreprises qui recrutaient en temps Covid. Mélanie, je ne sais pas si tu veux exprimer la question que tu avais. Oui, je me demandais comment elle s'était constituée, comment elle s'était mise en place et aussi quand vous avez mergé avec Opidoc, comment ça s'était passé aussi au niveau du coup de la répartition des tâches et des équipes.
Oui, c'est une bonne question et c'est vrai que c'est souvent les gros challenges d'entreprises qui fusionnent. Comment vraiment consolider et avoir vraiment les bons talents de chaque côté. Heureusement pour nous, on n'avait pas les mêmes struggles peut-être de ces grandes entreprises qui fusionnent, qui doivent licencier énormément de personnes parce qu'elles ont des jobs similaires. Nous, de notre côté, on était encore une petite structure à l'époque. Je crois qu'on était maximum 6 ou 7. Donc, on a pu très rapidement se partager les rôles et peut-être entre fondateurs, en fait, André, qui est également le CEO, est beaucoup plus en charge de tout ce qui est vente et marketing. Nicolas, qui a plus l'aspect technologique de l'EPFL, est vraiment la personne qui s'occupe de la technologie, donc le CTO. Et moi, je m'occupe vraiment de tout ce qui est relation client, donc on appelle ça Customer Success. Donc, on a vraiment réussi, selon nos compétences, à se partager les besoins. Et ensuite, en termes de recrutement, c'est vrai qu'on recrute énormément en ce moment. C'est vrai que c'est toujours un peu délicat. J'écoute pas mal de webinaires aussi sur la question. Est-ce qu'il faut tourner en mode defense ou offense, comme l'appellent les Américains? Est-ce que ce genre de crise doit nous ralentir ou pas? Heureusement, on a levé les fonds juste avant la crise. Donc, on préfère investir en ce moment, durant cette crise, dans notre technologie et aussi dans nos ventes pour essayer de créer vraiment un pipe de vente vraiment important pour nous permettre, en sortie de crise, de ne pas avoir un creux en fait et de continuer sur cette lancée. Peut-être qu'on reverra notre stratégie d'ici un mois, mais pour l'instant, c'est en tout cas la stratégie qu'on a entreprise. Super, merci beaucoup. Je vais peut-être rebondir là-dessus, Guillaume, pour poser une question pendant cette crise, ces 3 derniers mois en fait. Qu'est-ce qui s'est passé au sein d'Alaya? Comment est-ce que vos clients ont réagi? Comment est-ce que les employés de vos clients ont réagi? Est-ce qu'il y a des activités qui ont été privilégiées? Qu'est-ce que vous avez vu? Oui, en fait, vraiment tout ce qui est mécénat de compétences, tout ce qui est aide à distance ou même aide plutôt communautaire a vraiment explosé. En fait, les activités qui ont fonctionné le mieux, premièrement, tout ce qui était dons. On a énormément de collègues qui ont, par exemple, décidé de donner un cours de yoga, un cours de cuisine à leurs collègues. Et pour accéder au cours de cuisine, il fallait faire un don à une association. On a eu des collaborateurs, une énorme entraide, comme je disais aussi entre collaborateurs, pour aider peut-être à faire les devoirs d'autres collègues qui étaient avec leurs enfants à la maison. Des aides de voisins, donc ça on l'a vu aussi dans le pôle qu'on a envoyé au début, énormément d'aides communautaires, mais aussi tout ce qui est mécénat de compétences. Donc l'avantage du mécénat de compétences est que peut être fait à distance. Donc par exemple, pour faire une traduction, vous pouvez le faire depuis chez vous. Vous n'avez pas besoin d'être au bureau. Pour revoir un plan marketing, vous pouvez également le faire. Et c'est pour ça qu'on a vraiment boosté aussi tous ces hackathons, donc permettre aux collaborateurs de travailler ensemble, mais à distance. Donc, on a fait de nombreux hackathons sur des thématiques de stratégie de réseaux sociaux, plans peut-être plus financiers, sur plan de communication, revoir certaines stratégies, revoir même un business plan. Donc, vraiment plein de façons aux collaborateurs, un après-midi, de se réunir et de brainstormer sur des stratégies concrètes qui viennent impacter directement l'association. Donc, les enseignements pour toi de cette période de crise, ce sont lesquels? Bon, je pense au-delà de même tout ce qui est engagement solidaire, je pense qu'on a gagné, et les experts disent qu'on a gagné entre 1 et 2 ans vers tout ce qui est travail à distance, travail remote et la possibilité des collaborateurs de travailler depuis chez eux. Donc cet impact-là a vraiment directement impacté. On a eu en revanche moins de bénévolat de terrain parce que toutes ces activités se sont arrêtées, ça reprend gentiment, mais on a vu justement que d'aider à distance, que d'aider depuis chez soi était aussi faisable et des fois l'impact était encore plus puissant parce qu'au travers le mécénat de compétences, on peut vraiment aider des associations et également éduquer les associations sur certaines thématiques. Et ça, c'est vraiment très fort. On connaît tous le pouvoir de l'éducation, mais d'amener ce côté-là d'expertise aux associations est souvent très, 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 très apprécié et très, très impactant. Merci Guillaume. On a une question de Marc. Marc, vous voulez vous exprimer? On vous entend pas. Il faut juste enlever votre mute. Je crois qu'il est enlevé. C'est plutôt dans les settings, plutôt.
Voilà, c'est bon, j'ai perdu la Oui. connexion. Je suis de retour. Donc, merci pour la présentation. Bonjour. Donc, je suis aussi diplômé HEC, master en 2013. Avant ça, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Mais pourquoi Gland pour le siège de la société? On était à Renan au début et en fait, on avait énormément la plupart de nos collaborateurs en Suisse sont basés soit plutôt à Genève ou à Lausanne. Donc, c'était Ok. vraiment une localisation qui était clé, accès au train et on a eu une opportunité de logement qui était quand même assez préférentielle. Donc, on a plutôt pris l'opportunité qui venait. Disons. Parfait. Non, ma question plus sérieusement, c'était enfin, pour ma part, voilà, je suis impliqué dans le Rotaract sur la région de la Riviera, donc un club de service, et puis on a monté une mission au Guatemala pour de l'aide auditive, et on a vu qu'un de nos plus grands défis pour tout ce qui était soit comme tu dis, le mécénat de compétences ou même l'implémentation physique ou autre. Oups, Marc a disparu. Marc, on ne vous entend plus. Vous faites... Ah, est-ce que vous m'entendez maintenant? Voilà, Oui, c'est bon. peut-être enlever arrêter la vidéo, peut-être. Ouais, peut-être on est nombreux, alors on va arrêter la vidéo. On vous a retrouvé. Est-ce que vous m'entendez de nouveau? Oui, Oui. on s'entend. Bon, quelle est la dernière chose que vous avez entendue? Ça s'arrêtait à Guatemala. Donc, votre projet au Guatemala, vous avez les mêmes challenges sur mécénat de compétences et après, ça s'est coupé. Ok, oui, effectivement, qu'une fois le projet sur place était terminé, notre plus grand défi était d'assurer le suivi sur place de la mission, comment est-ce que ça se passait. Je voulais savoir ce que Alaya faisait d'un point de vue de service. Est-ce que vous vous engagez à faire du suivi des missions auxquelles s'engagent les utilisateurs de votre plateforme, ou bien est-ce que vous êtes, entre guillemets, juste un intermédiaire et puis c'est au ressort de chacun de faire la suivi pour éviter que ce soit simplement un coup d'épée dans l'eau ou simplement une goutte de colibri sur les flammes? Bonne question. C'est vrai qu'en fait, nous, toutes nos associations partenaires, donc les plus de 500 associations qui font partie de notre réseau, une des conditions quand elles signent ce partenariat, pour elles, c'est gratuit, mais elles nous doivent un reporting, généralement annuel, des actions. Donc, ça nous permet vraiment de retracer l'impact et d'avoir vraiment un suivi. On a justement une équipe qui s'occupe vraiment d'onboarder ces associations. Également, toute l'équipe qui travaille avec moi de Customer Success, d'après-vente, qui fait vraiment ce suivi avec les associations pour être sûr que, voilà, comme vous dites, que ce ne soit pas une épée dans l'eau. J'aime bien cette expression, mais voilà. Ok, donc parfait. Donc ça fait effectivement partie de votre service pour garantir le suivi. Ah, c'est génial, ça, bravo. Merci. Merci pour la réponse. Il y a encore une autre question, mais j'aimerais juste profiter de ce petit moment pour faire intervenir Hugo et Charlotte. Hugo et Charlotte, je ne sais pas si vous voulez nous rejoindre et en tout cas en parole. On a en fait deux étudiants de l'université, deux étudiants HEC en bachelor qui est avec nous aujourd'hui, qui ont lancé le mois dernier une plateforme qui s'appelle Eve, qui est en fait une plateforme collaborative qui met en lien entreprises et étudiants. Donc, avec aussi la solidarité au cœur de votre concept. Charlotte, Hugo, bravo. Vous avez monté ça en un temps record. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? D'où l'idée est-elle venue? Bon, alors déjà, merci beaucoup de nous accorder ce temps. C'est vraiment super gentil et c'est vraiment super intéressant. Alaya, c'est vraiment un hyper beau projet. Donc, voilà, merci beaucoup. Donc l'idée en fait elle est venue c'est en fait Hugo initialement qui voulait monter un projet solidaire et qui m'a envoyé un message et du coup on a fait un petit brainstorming pour savoir qui dans cette période de crise avait besoin d'aide et comment est-ce que nous en tant qu'étudiants on pouvait mettre nos compétences au service de quelqu'un ou de quelque chose. Et c'est là qu'on s'est dit qu'en discutant avec des entrepreneurs qu'en fait les entrepreneurs ils auraient éventuellement besoin de ce genre d'aide. Donc voilà, c'est de là qu'est venue l'idée. Et ensuite, on a pu discuter avec des entrepreneurs et des étudiants pour savoir si c'était possible. Et on a pu affiner l'idée, voilà, petit à petit, comme ça. Et je crois que vous êtes en fait un mix étudiant UNIL et PFL. Comment est-ce que ça s'est réalisé entre vous, le montage de ce projet? Alors, en fait, quand on a créé ça, on s'est demandé de qui on avait besoin pour faire ce qu'on voulait faire, parce que du coup, comme l'a dit Charlotte, on voulait vraiment prendre le meilleur côté des étudiants pour aider les entreprises.
Donc, du coup, pour faire ça, on voulait s'assurer que les étudiants avaient du temps à disposition. Du coup, on a fait des sondages, presque 200 étudiants ont répondu. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient du temps pour faire ça et qu'ils avaient l'envie de donner, même sans être payés, pour aider les gens et les entreprises à mieux sortir de cette crise. Du coup, on a cherché des compétences un peu autour de nous. On a donc Nathan, qui est aussi ici, qui nous a rejoint pour créer notre plateforme en ligne, et aussi une étudiante de l'EPFL pour être présent un peu sur l'EPFL, parce qu'on sait que les étudiants de l'EPFL ont beaucoup de compétences. Après, comment ça s'est réalisé? On a eu la chance d'avoir beaucoup de contacts, notamment la CVCI, à l'Innovation Park, avec vous aussi, bien sûr, au Hub. Et tout ça, ça nous a aidé toujours à nous améliorer pour créer quelque chose, parce que voilà, on est qu'en deuxième année de bachelor, donc on n'a pas les compétences de quelqu'un comme Guillaume pour l'instant. Donc pour nous, c'était vraiment important d'avoir des retours pour réaliser ça, et ça a été très bienveillant et ça a plutôt bien fonctionné. Bah, bravo. Et donc, la plateforme est lancée. Quels sont un petit peu les résultats, les enseignements là, dans quelques semaines? Bon, alors pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup d'annonces postées sur la plateforme, mais on en a quand même eu 2. Donc, on n'a pas encore eu des vrais retours. On sait que des étudiants ont postulé, etc. Donc, on n'a pas encore des retours concrets. Mais par contre, ce qui est vraiment positif, c'est que au plus on a discuté avec des entrepreneurs, etc., et plus en fait on a gagné de la crédibilité, etc. Et du coup, il y a de plus en plus de gens intéressés. Donc, je pense que d'ici quelques semaines, on arrivera vraiment à avoir plus d'annonces et on pourra en dire plus, en tout cas, sur ces échanges. Ok. Et puis, dernière question, la suite, c'est pour vous, c'est une plateforme qui est là dans votre tête pour la crise, ou vous pensez qu'elle a une durée de vie plus longue, que ça, c'est un projet qui peut s'inscrire dans le temps? Alors, c'est quelque chose qu'on a vraiment fait au début, comme ça, comme initiative de solidarité. Donc, c'est vrai qu'on ne s'est pas trop dit qu'est-ce qu'on va faire à long terme, est-ce qu'on va pouvoir faire de l'argent sur ça, etc. Enfin, on n'est vraiment pas du tout dans cette dynamique pour l'instant. On veut juste essayer de mettre en avant que les étudiants solidaires, ils ont envie de donner de leur aide, etc. Donc, à long terme, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, mais nous, c'est vraiment un peu comme Alaya, vraiment promouvoir la solidarité et montrer que les étudiants, ils ont des compétences, ils peuvent les mettre à disposition. Et si on peut devenir un espèce de spécialiste des plateformes comme job.ch ou des choses comme ça, pour vraiment mettre en avant le travail en ligne à distance des étudiants, ça serait vraiment l'idéal. Après, voilà, c'est qu'un début, on verra où ça nous mène, mais le principal, c'est juste de découvrir ça et de mettre en avant le potentiel des étudiants. Bon, en tout cas, bravo, magnifique esprit entrepreneurial. Donc, on vous encourage. Ce que je vous propose, c'est de mettre, il y a quelques questions pour vous, voilà, de mettre, comme vous venez de le faire, le nom de votre plateforme sur le chat pour que tout le monde puisse y accéder, et puis peut-être voilà, vos coordonnées aussi. Comme ça, on peut rebondir sur ça. Charlotte, Hugo, un grand bravo et merci pour cette intervention. Vous ne pouvez pas parler de solidarité sans… c'est vraiment très bien tombé de vous avoir. Merci. Merci beaucoup. Guillaume, on va peut-être revenir à Laïa. Il y avait juste une question avant de parler du futur de Benjamin. Est-ce que vous refusez des clients? Si vous êtes comme, s'il y a un client qui n'est pas dans vos valeurs, ou Benjamin, je ne sais pas si tu voulais… Je vais donner l'exemple extrême de Monsanto, mais si vous avez un client qui n'a pas du tout, qui veut faire un coup marketing ou qui veut… ça vous est déjà arrivé? Très bonne question. Tout d'abord, bravo à Charlotte et Hugo pour ce beau projet. Je pense que c'est exactement ça, entreprendre, surtout concernant l'engagement solidaire. C'est une très belle action et au final, un peu comme nous au début, le but n'est pas de générer de l'argent quand on crée un projet, plutôt d'itérer, d'essayer de nouvelles choses, de faire un petit test sur le marché et voir si quelque chose de plus sérieux peut en ressortir. Mais en tout cas, félicitations. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai un grand plaisir d'échanger avec vous sur ces thématiques-là. Pour répondre à votre question, Benjamin, c'est une question assez challenging de vraiment définir cette ligne rouge qu'on peut appeler. C'est une question qu'on se pose souvent et c'est d'ailleurs une des questions qu'on pose en interview. Donc, c'est bon, si quelqu'un applique par la suite, vous aurez une des questions de l'interview, mais généralement, on pose une question, est-ce qu'Alaya devrait travailler avec tout type de clients? Et la réponse qu'on s'est faite, c'est qu'en fait, vraiment le but d'Alaya est tout comme le Colibri, et à l'échelle individuelle, de pouvoir aider et d'amener sa pierre à l'édifice. Et que
au-delà de se focaliser sur l'entreprise, on se focalise vraiment sur l'employé, sur la personne. Et souvent, il faut savoir, après, c'est vrai qu'on ne travaille pas avec toutes les industries, par exemple l'armement, non. Mais on sait que généralement, dans certaines de ces grandes entreprises qui sont peut-être et qui font des fois des polémiques, il y a aussi les meilleurs talents. Et ces talents-là, on est persuadé qu'ils peuvent énormément apporter aux associations et être un support de taille pour les associations. Donc, ma réponse en quelques lignes, c'est oui, nous avons une ligne rouge, mais notre focus est vraiment sur les employés. Super, merci. Merci Guillaume. Je te propose de prendre je vous propose de prendre les 15 minutes qui restent pour parler un petit peu du futur. Ce mouvement de solidarité est-il là pour durer? Assistons à une véritable prise de conscience, un changement profond ou pas? Ça serait intéressant d'avoir ton avis, Guillaume. Tu vois, d'abord, comment est-ce que tu le vis à travers Alaya? Comment est-ce que vous construisez sur ce moment, sur ce momentum avec les entreprises? Je pense que le principal, c'est vrai qu'on a beaucoup déjà parlé de mécénat de compétences, de façon d'aider à distance. Pour continuer sur cette vague et sur cet élan de solidarité, on a mis en place et développé assez rapidement, on en est assez fiers, ce module qu'on appelle de Sustainable Challenges, qui vont permettre aux collaborateurs d'aider aussi à l'échelle personnelle. Donc, je parlais tout à l'heure de challenges comme une semaine sans viande, mais ça ne s'arrête pas là. Ça peut être des challenges d'aller tous les jours en vélo ou à pied au travail plutôt que de prendre la voiture. Ça peut être de se dire, on sait que par exemple les emails, ça consomme énormément de data et donc de CO2. Donc, s'engager à supprimer un certain nombre d'emails dans sa boîte mail, d'utiliser un moteur de recherche qui plante des arbres, tout ce genre d'actions qui peuvent être faites à l'échelle également individuelle. Et pour nous, on est persuadé qu'en fait, ces challenges sont un peu la première action, le premier pas dans la solidarité. Et qu'en faisant des actions comme ça, on va déjà, certaines personnes le font déjà, mais déjà nous engager un peu plus et nous donner envie d'ensuite faire du bénévolat, des dons et de s'engager davantage. Donc, c'est vraiment là-dessus et on veut vraiment justement surfer sur cette vague de solidarité et on a pensé que les challenges étaient une bonne réponse à cela. Sinon, voilà, comme je disais, essayer d'avoir de plus en plus de solutions pour contribuer à distance. Et l'impact peut se faire à distance. Je mentionne souvent cet exemple, mais on a une fois eu un collaborateur à Singapour qui a fait une mission de mécénat de compétences pour une association en Suisse avec un impact à Madagascar. Donc, on voit tout de suite en fait l'impact global qu'on peut avoir avec du mécénat de compétences et avec les technologies qu'on utilise au quotidien. Merci. Tu parles beaucoup de mécénat de compétences. En t'entendant, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui se développe. On est loin de verser 100 francs on ne parle plus d'argent, on parle ici on ne parle même pas, non seulement de temps, mais d'expertise. Pourquoi est-ce que tu penses que fondamentalement, c'est quelque chose qui se développe par rapport à d'autres actes solidaires? Peut-être déjà commencer un peu pour tout ce qui est vraiment B2B. Pourquoi ça se développe autant? C'est qu'en fait, les entreprises sont rendues compte également que le mécénat de compétences n'apportait pas uniquement de l'aide à l'association, mais il y avait énormément de bénéfices pour le collaborateur également. Que d'amener son expertise sur des projets différents, sur des projets un peu plus, d'autres challenges, nous permettait et nous rendait en fait meilleurs, peut-être un meilleur collaborateur, mais aussi on amenait en fait plus de compétences. Et c'est toutes ces choses qu'on a appris sur des projets associatifs qu'on peut également ramener sur notre day-to-day, sur notre projet de tous les jours, notre travail. Et de l'autre côté, je pense que c'est juste, si pour une association, on lui apprend comment. Après, il ne faut pas se regarder dans les associations. Il y a des gens déjà très compétents qui travaillent, mais souvent, ça dépend un peu des pays. Mais on voit la tendance où des gens, peut-être, je ne me souviens plus de ton nom, celui qui a posé la question tout à l'heure, qui ont un projet, mais qui le font à côté de leur travail, qui n'ont malheureusement pas de temps à dédier à ce projet, aucune certaine partie. Et avec le mécénat de compétences, ça permet d'avoir des ressources humaines en plus qui viennent travailler et collaborer sur des projets. Donc, c'est vraiment une situation, je pense, qui
qui bénéficie à tout le monde. Après, voilà, je ne mets pas du tout de côté le bénévolat de terrain et les dons qui sont aussi importants, mais je pense qu'avec cette crise-là, ça amène aussi la question d'un peu aider à distance. Et bon, on ne va pas ouvrir ces chapitres-là, mais le travail remote, le travail à distance, la globalisation, on a de plus en plus d'entreprises qui engagent dans le monde entier sans avoir plus cette dépendance à la localisation, au lieu. Merci. Et donc, de nouveau, si on ouvre maintenant, peut-être de manière presque plus philosophique, quelle est toi ta vision de l'engagement solidaire, en fait, telle que tu as l'impression qu'il va se cristalliser ou se développer ces prochaines années? C'est une bonne question, mais je pense vraiment cette toute première, la seconde question du pôle montre bien que les gens, ça a marqué, ça nous a marqué cette crise, qu'on s'est peut-être rendu compte que en fait l'être humain était fragile, que la planète était fragile et que c'est peut-être un peu notre dernière chance, notre dernier moment pour agir, pour essayer de changer les choses. Donc je pense que voilà, il y a ça a été terrible cette crise. Dévastateur sur plein de points, mais je pense que pour la conscience humaine, ça va amener des changements notables pour la société, pour la planète. Et je l'espère que pas tout le monde va repartir sur ces frénésies de consommation, ces frénésies d'excès, et qu'on va commencer à réfléchir et être un peu plus responsable. Et donc toi, tu sens une véritable prise de conscience, en fait, ou un changement de conscience? En tout cas, en ce moment, oui. Et à court terme, à voir si ça dure long terme, je le souhaite et on l'espère chez Alaya. Mais je pense qu'il y a vraiment un changement qui s'est fait et on a vu tout cet élan de solidarité, que quand l'être humain est vraiment dos au mur, il devient incroyable et il fait des choses incroyables. On a vu toutes ces actions. On n'a jamais levé autant de fonds, jamais eu autant de bénévoles, jamais eu autant d'entraide entre voisins, entre collègues. Et c'est peut-être vraiment ça le plus beau dans cette crise. Et puis, dernière question peut-être sur ce sujet. Qu'est-ce qui se passe au niveau des entreprises? Parce que toi, étant en contact avec tellement, donc c'est des directeurs RH souvent, les personnes avec lesquelles vous êtes en contact au sein de ces entreprises, hein, j'imagine. Oui, les RH, mais sinon pour les entreprises un peu plus grandes, ils ont souvent des départements RSE, CSR, donc de responsabilité sociétale, société d'entreprise, ou même des fois des fondations ou communication interne. Ça dépend, mais ressources humaines sont nos principaux interlocuteurs. Donc RSE, RH, etc., fondation, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? On est bien sûr avec bien sûr des personnes qui ont déjà cette sensibilité et cette prise de conscience, autrement elles ne feraient pas ce travail-là. Mais qu'est-ce qui a changé là et qu'est-ce qui, dans la manière de réfléchir, de penser, du rôle de l'entreprise dans cet élan de solidarité? Peut-être déjà pour parler des ressources humaines, je pense que c'est un des pôles qui subit le plus d'innovation en ce moment, qui se digitalise énormément. On a des militants RH, même en Suisse romande, qui font un travail incroyable pour promouvoir la digitalisation des ressources humaines, mais dans le monde entier également. Donc, je pense que ça, c'est déjà un point très positif pour Alaya. Et plus lié à la crise, je pense que ça revient aux 3 why d'Alaya, et dont le principal, qui est peut-être la marque employeur. Et surtout, en fait, moi j'adore le dire et j'en suis convaincu que la culture est l'élément le plus important d'une entreprise. Et on voit combien de personnes ont envie d'appliquer pour des Netflix, pour ce genre d'entreprises qui ont une culture incroyable. Mais voilà, pas besoin d'aller aux États-Unis. En Suisse, on a de très beaux exemples également. Et on voit en fait que la culture est ce qui drive une entreprise et ce qui permet même en situation difficile de vraiment surmonter tous ces challenges-là. Les gens se dépassent quand ils sont vraiment alignés et convaincus par la culture de l'entreprise. Et on sait et est convaincu qu'Alaya vient soutenir et vient vraiment améliorer cette culture d'entreprise. Merci. Donc, effectivement, en fait, toute la professionnalisation du secteur RH et la digitalisation du secteur RH, le fait qu'il y a de plus en plus de RH qui sont systématiquement dans les comités de direction, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années,
en fait, tout ça, ça amène les choses enfin, c'est positif pour vous et pour cet élan, je comprends. Est-ce qu'il y a des questions des participants sur un petit peu ce futur et la pérennité de ce mouvement de solidarité? Il n'y en a pas sur le chat. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer. On en avait une. Bon, si jamais notre site, je l'ai mis là, alayagood.com, et vous trouverez en fait dans le footer une page carrière pour toutes les opportunités si vous voulez postuler chez Alaya, ou sinon si juste vous voulez avoir un peu plus d'informations sur Alaya. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Je ne crois pas. On a parlé effectivement quelle est la démarche pour postuler chez Alaya. Donc, vous êtes en recrutement maintenant, Guillaume, si on s'adresse maintenant à nos étudiants et de manière plus particulière. Peut-être tu as un petit mot là-dessus? Oui, on recrute. Enfin, on a toujours des places de stage qui sont vraiment ouvertes où le but est de permettre aux stagiaires de vraiment découvrir le monde entrepreneurial, de naviguer sur différents départements. Mais on a aussi des postes un peu plus précis en CDI qui sont, que ce soit en relation après-vente, donc Customer Success, en développement ou même en vente. Donc, on recrute un peu sur différents axes. On recrute également, on cherche des gens en Allemagne pour s'étendre en Allemagne. Donc, vraiment, partout dans le monde, on essaie de grandir et de trouver des gens qui correspondent à notre culture de boîte et qui vont nous permettre d'aller encore plus loin. Ok, ben merci Guillaume. Peut-être pour finir, est-ce que tu aurais un conseil pour des étudiants? Ça fait pas enfin, ça fait quoi, 4-5 ans que tu as quitté l'université? Avec ces 5 ans de recul et cette magnifique aventure entrepreneuriale, si tu as quelque chose à leur dire, qu'est-ce que ça serait? C'est vrai que je ne suis peut-être pas le meilleur exemple académique, parce que je me suis arrêté au bachelor, mais au-delà des études, je pense que c'est important de prendre un maximum d'expérience extra aussi universitaire, de toujours essayer peut-être d'avoir même des stages en emploi. Je me souviens à l'époque, je travaillais chez Crédit Suisse justement à 20%, d'avoir peut-être des expériences aussi en association. ISEC, c'est ce qui m'a et la raison pour laquelle aussi j'ai créé Alaya, donc c'est cette association d'étudiants, mais ça ne s'arrête pas là, d'essayer toujours de faire plein de choses. Et je pense que le projet Eve également est le parfait exemple. Même si Eve ne devient pas la plateforme de demain, l'apprentissage qu'ils auront eu à travers cette création d'entreprise est tellement grande que ça ne peut que être un plus pour la suite. Ok, bah écoute, un grand merci Guillaume. Il est 12h59, je crois qu'on va s'arrêter là. Alors, de nouveau, un immense merci à toi. On est vraiment fiers de t'avoir parmi nous. Tu es d'ailleurs un de nos 100 entrepreneurs UNIL. Et puis, j'espère qu'on pourra te recevoir sur le campus de l'université bientôt pour pouvoir reparler de solidarité. C'est vraiment qu'une première. Donc, un énorme merci. Et puis, bonne chance. On n'a pas parlé de tout ce que vous allez faire avec les 2 millions que vous avez imaginé que vous venez de recevoir. Ça aurait pu être une question aussi. Mais je pense que ça, c'est une nouvelle page en fait qui s'ouvre pour Alaya. Donc, vraiment bonne chance, Guillaume, à toi et à ton équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne. Merci aussi à tous. Voilà, juste peut-être, je vais juste partager l'écran pour vous dire par rapport donc au Hub. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, sur le site unil.ch et sur effectivement ucreate.ch. Cette vidéo va être mise en ligne, donc vous aurez l'occasion de la revoir. Vous pouvez la diffuser donc autour de vous. Et puis, j'en profite aussi pour vous dire qu'on a lancé un appel à projet pour notre prochain programme d'accélération qui est entre septembre et décembre, qui s'appelle Ucreate 3. Donc, si vous voulez avoir tout le détail de nos projets, de nos programmes d'accélération, donc de soutien à des projets entrepreneuriaux, vous pouvez aller voir sur ucreate.ch et puis vous inscrire. C'est très volontiers qu'on vous soutient.
Voilà, moi, j'ai pas d'autres. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'équipe du Hub qui veut encore dire quelque chose. Merci à tous en tout cas. Et puis à disposition aussi si vous avez des questions. On a mis le lien de notre site internet dans le chat pour les programmes. Donc n'hésitez pas à nous contacter et merci pour votre participation. OK. Merci à tous d'être venus. Guillaume, un grand merci encore. Merci à tous. Et, Merci. bon appétit. Merci pour l'organisation. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.